Bonjour à toutes et à tous, merci à vous d'être fidèles à nos rendez-vous Event Again, toujours en direct depuis Meetings. J'espère que derrière vos écrans, vous résistez au mieux dans cette période pour le moins trouble. En tout cas, c'est l'objet de l'association que de vous proposer d'être moins seul déjà par ces rendez-vous et de continuer à vous informer, vous représenter et vous protéger. À mes côtés, certains membres actifs de l'association, Marion, Yves et Olivier. Je leur donnerai la parole évidemment dans un instant, ils ont beaucoup d'éléments à partager avec vous. Nous sommes donc ensemble pour environ 1 heure. Aujourd'hui, nous accueillerons sur le plateau d'Event Again, et merci encore à la régie Orosono pour le travail de mise en place et de réalisation de nos rendez-vous, notre experte en droit social, maître Sophie Gréder du cabinet Acléa. Évidemment, nous avons pris le soin d'intégrer à vos questions dans la construction de cette intervention, mais n'hésitez pas à nous communiquer dès maintenant et par voie de chat les questions qui vous sembleraient complémentaires. Maître Sophie Gréder nous parlera notamment activité partielle, télétravail et gestion des cas contacts. En fin d'émission, nous aurons le plaisir d'accueillir une nouvelle fois les comédiens du théâtre Lulu sur la colline pour une séquence décalée. Mais tout d'abord, nous avons le grand plaisir d'avoir en ligne Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, du Festival Lumière et directeur de l'Institut Lumière. Thierry Frémaux, est-ce que vous nous entendez ? Ah, il va brancher son micro, Thierry Frémaux, qui nous fait donc l'amitié d'être à nos côtés dans ce moment effectivement que nous vivons tous. Thierry Frémaux, est-ce que vous nous entendez ? Moi, je vous entends, mais vous m'entendez ? Ça y est, parfait. Merci beaucoup, merci Thierry Frémaux d'être présent avec nous. Alors, on va discuter une dizaine de minutes ensemble, merci encore. Quelques questions comme ça pour à la fois rassurer et puis se projeter dans l'avenir, notamment dans le cadre du secteur événementiel, évidemment. Comment, dans cette période d'incertitude, vous parvenez, vous, à vous mobiliser, vous projeter dans l'organisation, notamment du prochain Festival de Cannes, Thierry Frémaux ? D'abord, on a l'expérience de cette année, c'est-à-dire qu'on a été les premiers, le premier grand événement mondial à être menacé et à se trouver en situation d'abord de report, puis d'annulation. Et nous, ce qu'on avait décidé, c'est qu'on n'annulait pas, on faisait vivre ça. D'une autre façon, ce qu'on fait, on a rendu une sélection officielle, on a fait un marché en ligne. Il n'était évidemment pas question de faire un festival en ligne. Et puis maintenant, on a basculé sur l'année prochaine. Donc le prochain festival commence au mois de mai. La configuration que nous étudions, c'est celle de jouer en mai et dans un festival normal, avec sans doute quelques gestes barrières, en tout cas pas avec de la distanciation, de la jauge limitée, etc. Sinon, on a déjà prévu les dates de report et on a la possibilité de faire le festival en juillet ou en août. Et on a pris ces précautions parce que l'année dernière, tout avait été évidemment improvisé. En même temps, c'est aussi pour conjurer le sort. C'est qu'on se dit que plus on prend des mesures au cas où il ne pourrait pas se faire en mai, et plus il se fera en mai. Après, quand on voit la disparité des politiques sanitaires à échelle européenne, à échelle mondiale, c'est sûr que ça fait réfléchir. Les Italiens commencent à vacciner début janvier. Nous, on nous annonce avril. Donc, on ne sait pas tout ça. On est dans l'attente. D'accord. Alors, on utilise beaucoup, depuis le début de la crise, l'expression qu'il faudrait se réinventer. C'est même utilisé par le président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme ? Est-ce que vous l'utilisez finalement depuis le début de cette crise et de confinement ? Oui, alors, oui, moi j'aimais beaucoup ce terme, on ne l'emploie plus parce que maintenant tout le monde l'emploie en effet, mais l'idée de se réinventer est une idée forte, mais pas à cause du virus, pas à cause de cette crise. Moi je suis très sensible à l'idée qu'on est en 2020 et qu'en 1920, après 20 années du XXe siècle, il y avait déjà eu une guerre mondiale et que le monde avait été obligé de réfléchir à ce qu'il était, et si mal que tout ça nous a emmenés à la Deuxième Guerre mondiale. Et nous, au printemps, quand on n'arrêtait pas d'évoquer tous, dans les radios, partout, le monde d'après, on pensait que le monde d'après, ça serait septembre. Et si ça avait été septembre, le compte n'y aurait pas été. Et donc, on a 3 mois de répit, 3 mois de plus, jusqu'au début de l'année 21, pour continuer à réfléchir. Alors nous, au Festival de Cannes, c'était déjà le cas. Il se trouve que Cannes vit depuis 20-25 ans, plus encore dans une sorte de tradition qui est à la fois ce qu'on salue, mais dont on ne sait pas que c'est ce qui le brime un peu. Donc on avait déjà décidé un peu de réfléchir à la suite.
Et l'Institut Lumière aussi. L'Institut Lumière a fêté les 10 ans du Festival Lumière. Et puis, il y a toute une série de choses qui font qu'on avait déjà décidé notre modèle, par exemple, qui est un modèle qui repose sur le succès public, sur du partenariat, c'est-à-dire sur l'idée qu'il ne faut pas que les institutions culturelles ne vivent que d'argent public, qui doit être mieux utilisé ailleurs. Or, on s'est rendu compte que quand on atteignait comme nous 60% d'autofinancement et qu'on n'avait plus cet autofinancement parce qu'il y avait une crise, on était plus impacté que certains de nos collègues d'institutions culturelles ou de cinémathèques qui n'ont que 5% d'autofinancement et qui du coup n'ont presque pas été impactés par la crise. Donc on réfléchit à ça, surtout qu'on s'aperçoit que l'argent public dont vous pensez qu'il ira mieux à des causes plus nobles, en fait il ne va pas à des causes plus nobles, donc il vaut mieux à ce moment-là vous battre pour votre propre cause. Mais bien sûr, cette idée du monde d'après, dont on ne parle carrément plus maintenant. Alors, Michel Houellebecq a dit: «Je pense que le monde d'après sera pire, sera le même et en pire». Alors, qui est un enfant de 12 ans qui aurait pu dire la même chose. Alors maintenant, tout le monde dit, comme disait Michel Houellebecq, bon, alors que c'est d'une insigne petitesse, ça. Non, il y avait beaucoup d'épidémiologistes et de philosophes qui écrivaient dans les journaux lors du premier confinement. Il n'y a plus que des épidémiologues, il n'y a plus du tout de philosophes qui prennent la parole. On ne sait pas où on va. La politique publique, me semble-t-il, à échelle mondiale, j'entends, est de plus en plus confuse. Les gens ne parlent pas d'une seule et même voix. Les citoyens sont obligés de se faire leur propre idée, ce qui laisse libre cours à des idées farfelues. Moi, je crois quand même beaucoup que le monde va se poser des questions. Alors, merci. On a donc, dans le cadre de cette vision, un certain nombre de dirigeants d'entreprise qui managent des salariés, évidemment. Vous nous dites que se réinventer, c'est peut-être faire évoluer son modèle économique, etc. Mais vous, finalement, quel est votre discours vis-à-vis voilà, de vos salariés aussi, dans votre approche un peu managériale? Comment vous mobilisez aussi vos équipes pour se projeter dans un monde très incertain, finalement? Bah, d'abord, pendant le premier confinement, moi, je faisais un email par jour à toute l'équipe avec une musique ou une chanson de film, parce que ça nous semblait important de tisser ce lien. J'ai une collègue qui dit: «Mais moi, ma vie, c'est mon travail, mes copains, les restaurants, donc j'ai plus rien de ces 3 trucs». Et en effet, elle avait très, très peur de cette solitude, dans laquelle donc j'ai été confronté assez vite à cette dimension psychologique, alors que je fais partie plutôt des gens parce que je voyage beaucoup et là, je me suis mis à plus voyager. J'ai vu mes enfants plus que d'habitude, donc j'ai plutôt aimé, moi, ce confinement du printemps, tout en sachant évidemment que des gens souffraient et surtout des gens mouraient. Mais on a essayé d'être responsable, d'être adulte. Il y a quand même, je ne crois pas, faire preuve d'un esprit très subversif en disant qu'on se sent un peu infantilisé par le discours public. Et on a essayé, nous, au niveau de l'entreprise, si on compte les cinémas Lumière, on est 47 salariés à l'Institut Lumière. Au Festival de Cannes, on est moins nombreux, on est une trentaine de salariés permanents. On devient 1500 au moment du mois de mai. Et chaque fois, on a essayé d'être le plus possible dans un discours responsable, dans un discours qui essayait de cristalliser, de concentrer un petit peu tout ce qui pouvait être dit, à la fois sur l'entreprise elle-même, sur les étapes qui s'annonçaient ou sur la traduction des informations, bonnes ou mauvaises, dont on disposait, et puis évidemment, surtout sur le plan humain. On a vu quand même, et en France, il était important de le saluer, que le gouvernement a pris des mesures extrêmement fortes, surtout dans la culture, contrairement à ce qui a pu être dit, dans la culture et dans le cinéma, il y a de l'argent qui a été débloqué, du côté des intermittents du spectacle, il y a de l'argent qui a été débloqué, donc il s'agit aussi de le faire savoir pour sécuriser un petit peu les gens. Bon, maintenant, on arrive dans une année dont il ne faudrait pas qu'elle ressemble à la précédente. Et le travail que nous faisons actuellement, c'est celui-là, en ayant quand même beaucoup, beaucoup appris du déconfinement, qu'on a essayé de ne pas refaire comme avant, c'est-à-dire pas la cavalcade permanente, on n'a pas le temps de penser son travail, on n'a pas le temps de se réunir. Et là, vous me trouvez dans mon bureau à l'Institut Lumière. On a 2 après-midi par semaine de séminaires. Le reste, on est en télétravail, on se parle au téléphone individuellement. Et je voudrais qu'on puisse se dire dans 5 ans qu'une grande partie des choses que nous avons pu faire, on les a décidées pendant cette année 2020, qu'il en est resté quelque chose.
D'accord. Bon, alors pour finir, peut-être une dernière question. Merci encore Thierry Frémaux d'être avec nous pour Un ce peu long dans mes... moment. Donc, comme vous le savez, nous avons donc beaucoup d'acteurs du monde de l'événementiel qui nous écoutent au travers de cette visio et qui sont en difficulté. Quels seraient les messages d'espoir que vous pourriez leur transmettre aujourd'hui et pour 2021, évidemment? Alors, d'abord, pour les gens de l'événementiel, il y a nous, il y a le cinéma. On a eu la chance de reprendre. Alors que les gens de l'événementiel en général, du théâtre ou du spectacle vivant en particulier, bien souvent n'ont pas pu reprendre. Et ce qu'on a remarqué, nous, en cinéma, c'est que les gens sont revenus instantanément. Et là, nous reprenons a priori. Les salles vont rouvrir, les salles de cinéma rouvrent le 15 décembre. Et on est convaincus, moi j'ai répondu à plein de questions idiotes, hein, qui sont les questions qu'on nous pose tout le temps. Le cinéma va-t-il mourir? Les plateformes vont-elles gagner? Et dans les deux cas, la réponse est non. Le cinéma ne va pas mourir. On se pose cette question-là depuis 120 ans. Et les plateformes gagnent ce qu'elles ont à gagner, mais elles ne vont pas gagner sur autre chose. On sait que les librairies ont ouvert leurs portes, les gens se sont précipités, etc., etc. Donc, ce que j'ai à leur dire, à part de leur transmettre mes amitiés et ma solidarité, mon ami Laurent Gérard me dit, mais je ne sais plus ce qu'est mon métier. Mon métier, c'était de faire du spectacle. Et Thierry Suc, son manager, qui est aussi le grand organisateur lyonnais, grand organisateur de spectacles, a annulé 243 spectacles sur l'automne et l'été. Donc, c'est des gens qui sont dans une détresse psychologique. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un peu de trésorerie, ils s'en sortent. Mais c'est vrai que, non, j'ai envie de leur dire que ce que nous, on a pu apprendre, c'est que les spectateurs sont fidèles, qu'il n'y a que la presse qui agite constamment des nuages noirs au-dessus de la tête de tout le monde. Mais on s'aperçoit, la librairie cinéma de l'Institut Lumière a rouvert samedi dernier, c'était plein, le click and collect a très très bien marché, et je crois qu'on a même pu faire comprendre, faire savoir que comme le ski, parce que j'ai aussi envie d'avoir une pensée pour nos amis en montagne, ça fait partie quand même des choses qui sont nécessaires à nos vies. La culture, le sport, et évidemment le monde de l'entreprise, puisque vous nous faites le plaisir de nous inviter à parler de ça. Alors, Olivier Stamboul avait profité de l'occasion que vous soyez présent avec nous, avec peut-être une réflexion ou une question Oui, à vous poser, Thierry Frémaux. merci beaucoup encore d'être avec nous. J'ai une question. Tout à l'heure, vous parliez de vos financements. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez de la part de vos partenaires une totale adhésion ou c'est encore trop tôt? Est-ce qu'ils sont, entre guillemets, sur la réserve pour participer financièrement à des événements? Alors, les partenaires publics, on sent une adhésion politique tout à fait forte, et on attend l'adhésion financière maintenant. Mais je dois dire que la nouvelle équipe municipale, que ce soit à l'échelle de la ville ou à l'échelle de la métropole, a tout à fait confiance de la place de la culture. Vous savez que la ville de Lyon a mis en place un fonds d'urgence de 4 millions pour la culture. Elle est l'une des rares villes de France à le faire, et dans ce pays extraordinairement centralisé et jacobin, en tout cas, sauf erreur, mais c'est ce qu'il me disait il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas eu un demi-coup de fil du ministère de la Culture pour dire racontez-nous comment vous faites, d'où vient cet argent, comment ça se passe, etc. Donc il y a aussi un problème général. Après, bon, évidemment, là aussi, on ne va pas se rouler par terre. On sait ce qu'est ce qu'est la précarité du mode de financement public. Et sur les partenaires privés, au Festival de Cannes, par exemple, on a pu soit repousser d'un an tous nos partenariats, mais en tout cas, on a tout à fait senti que une fidélité. Je parlais hier, pour tout vous dire, avec, on a pris un café avec François-Henri Pinault pour le groupe Kering, qui est l'un des partenaires de Cannes, et il n'a jamais été question pour eux de se dire profitons d'une année blanche pour faire quelques économies. C'est même le contraire. C'est presque là qu'on voit ses amis. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas. Nous, sur le Festival Lumière, je ne vous dirai pas qui, mais il y a un certain nombre de logos qui figuraient de gens qui, dans une fragilité financière absolue, n'ont pas pu nous donner. Mais on a dit, mais à notre tour, de vous être fidèles. Et on a conservé les logos et leur présence symbolique. Et je crois que là aussi, ça donne du courage. Moi, je suis convaincu qu'il y a de guerre nulle part, sauf là où il y en a pour de vrai. Et dans nos métiers, il y a possibilité que chacun, là où il est, là où il se trouve, la mission qu'il accomplit, contribue à la vie en société
Et encore une fois, ça nous aura au moins permis, parfois dans nos postures d'indignation, de dire et de faire comprendre, et tout le monde le sait, que la culture, c'est important et que la culture a besoin aussi de... Alors, aux Américains qui n'ont pas de financement public, on peut dire aux Français, regardez, eux, c'est difficile, mais les Américains ont une tradition de financement par l'entreprise privée, par le mécénat, et là, on peut dire à certaines entreprises, allez-y, foncez, parce qu'on a un intérêt mutuel à se retrouver ensemble. Très bien, merci beaucoup encore Thierry Frémaux d'avoir été à nos côtés pour ce temps court mais précieux. Et puis je crois que vous avez aussi un rendez-vous tout de suite après nous. Donc merci encore, on vous libère. Non, c'est moi, merci et bravo. Merci. Merci beaucoup Thierry Frémaux, à très bientôt. Allez, après cette séquence inspirante, j'imagine pour ceux qui sont derrière la visio, d'avoir quand même des éléments d'éclairage, de réflexion et de projection positive. On va passer évidemment au fonctionnement et de ce qui se passe dans l'actualité de l'association, parce qu'encore une fois, je le rappelle, cette association est là pour vous. Et je crois notamment que Marion a quelques rendez-vous à vous communiquer prochainement. Merci, bonjour à tous. Donc en effet, les prochains rendez-vous concernant notre métier, c'est le tout premier, ce sera le 8 décembre, puisqu'il y a l'Unimev qui fait une conférence. Vous aurez toutes les informations, les liens sur notre page LinkedIn. Donc notez bien cette date, le 8 décembre, pour la prochaine conférence de l'Unimev. Après, avec l'association, nous avons déjà 2 rendez-vous importants dont on voulait vous faire part. Le prochain, c'est le 16 décembre avec le MEDEF. Et le prochain rendez-vous, qui est aussi un rendez-vous très important et très attendu, qui sera après la trêve de Noël, qui sera le 5 janvier avec la métropole et avec la première vice-présidente, Emeline Beaune, pour pouvoir justement aller dans le vif du sujet de l'avenir de l'événementiel. Donc toujours en lien avec les collectivités, les acteurs territoriaux qui peuvent effectivement faire quelque chose peut-être par rapport au secteur de l'événementiel. Il y a une autre collectivité qui est la région. Alors la région, je crois qu'on l'a dit, on avait participé à la visio, au webinaire organisé par Laurent Wauquiez. À sa demande aujourd'hui, on s'est regroupé avec l'UPSE pour les professionnels de l'événement, avec les 2 Savoie Events, donc qu'on salue, qui sont avec nous et qui regroupent tous les professionnels également, mais du 73 et du 74, et aussi le LITS, qui est un regroupement des agences designers de stand. Voilà. À nous tous, on représente environ 3000, un peu plus de 3000 structures, quelles qu'elles soient. Donc, on a écrit à Laurent Wauquiez, on l'a pris au mot pour obtenir un rendez-vous. Il s'est engagé face à cet interlocuteur unique à des aides. Donc, voilà, on avance, on va voir quelles aides. Est-ce que ce seront des aides financières, des aides techniques, des aides humaines? On va voir, mais en tout cas... on est dessus. En tout cas, avec l'idée derrière que l'union fasse la force, exactement, évidemment, et ça fera la force. Et je vais dire juste un petit mot, pardon, parce qu'on a reçu, alors voilà, c'est vraiment tout neuf, on n'a pas vérifié, mais je vous le livre tel quel. La Chambre de commerce et d'industrie a vu ses subventions ou autres réduites de moitié, et l'aide qu'elle pouvait éventuellement apporter aux entreprises de l'événementiel est un petit peu compromise. Voilà, donc on ne comprend pas pourquoi la CCI a des aides qui sont comme ça coupées en 2. Donc je crois que M. Valentin, le président, va se battre pour nous et on va l'accompagner dans ce nouveau combat parce que c'est un nouveau, on n'a pas besoin de ça, mais bon, il arrive. Une bataille en plus, effectivement. Très bien, merci beaucoup Olivier pour ces précisions. Yves, on va parler un petit peu fonctionnement de l'association. Tout à fait. Alors le fonctionnement, comme on vous l'avait précisé la semaine dernière, vous avez une adresse mail à votre disponibilité qui est eventagain@gmail.com. Voilà, qui va s'afficher sur vos écrans normalement. On vous a proposé de nous adresser vos questions, ça fonctionne bien. On a beaucoup de questions et on tenait justement à nous excuser parce qu'on est en retard sur les réponses que nous pouvons vous donner à ces questions parce qu'elles sont nombreuses. Alors, il y a 3 types de questions. Il y a les questions auxquelles on ne peut absolument pas répondre parce que c'est technique. C'est pour ça que nous faisons venir des experts, des spécialistes. Comme tout à l'heure, nous aurons une avocate qui répondra à des questions sur le point du droit social. Ça peut être après juridique, ça pourrait être fiscal. Notre rôle, c'est de faire intervenir la bonne personne qui pourra vous répondre précisément parce que, comme vous, nous ne sommes pas spécialistes et pas experts.
Et vous avez vu aussi que les discours du gouvernement vont et viennent, ça change très souvent, tous les jours, donc il faut qu'on se mette à la page. Il y a des effets d'annonce et parfois il n'y a pas de décret. Voilà. Donc, il y a des effets en d'annonce, attendant un coup en le décret, avant, un c'est coup en compliqué. arrière. Voilà. Donc, comme vous, on essaye de glaner ces informations et de vous apporter les bonnes. Les deuxièmes parties des questions sont un peu moins complexes et là, on pourra forcément vous répondre. Il y a beaucoup de questions qui sont les mêmes. On l'a vu la semaine dernière, où des lieux nous demandaient quand est-ce que nous pourrons ouvrir nos lieux. Hélas, nous n'avons pas la réponse et si nous l'avions, nous la donnerions bien volontiers. J'en ai appelé quelques-uns en direct parce qu'en tant que séminaire Business Events, je les connais et donc on a pu échanger au téléphone. C'est vrai que c'est la clé de nos métiers. À partir du moment où les lieux vont ouvrir, nous pourrons respirer. Alors, voilà. Pardon, excuse-moi. Sachant que sur la date de réouverture, il y a, on le sait, une discussion en ce moment qui porte sur cette fameuse date. Certains demandent une ouverture le 20 janvier. Mais si le 20 janvier, on peut ouvrir et que du coup, les subventions, parce qu'on peut ouvrir et soi-disant travailler, sont coupées, il faut savoir vraiment où est notre intérêt. Alors, je ne vous dis pas que je suis en train de participer activement à ces discussions, mais on a fait part de cette crainte. Si, encore une fois, on en a déjà parlé, il y a dans nos métiers une énorme inertie. Ce n'est pas parce qu'un lieu va ouvrir que le lendemain, il va y avoir 50 événements calés jusqu'à fin juin. Hein. Donc, voilà, tout ça est en train d'être travaillé. En plus, malheureusement, je pense que nos amis parisiens attendent la fin de Noël, la fin du fameux 31 décembre Youpi Hop pour prendre des décisions et effectivement sur les ouvertures. Voilà. Et c'est toute la difficulté. C'est une vraie équation entre la date d'ouverture et le suivi, la suite des aides, la prolongation des aides qui nous sont attribuées. Très bien. Voilà, donc, pour terminer sur les questions, continuez à nous adresser vos questions. Excusez-nous pour les délais de réponse, mais nous nous efforçons, et grâce à vous, nous recherchons et nous efforçons d'y répondre. Ouais, je rebondis. Oui, merci, je rebondis beaucoup. Ouais. Vrai marsupilami. On vous demande un peu de tolérance. On sait que voilà, parfois c'est un petit peu long. On se structure. Notre association est jeune. On est alors au charbon, on est au combat, on est là où vous voulez, mais on y est. En tout cas, ça on peut vous l'assurer. On ne compte pas nos heures, mais on pleure pas, on se plaint pas. Voilà, mais on vous demande un peu parfois de tolérance et de compréhension sur certains délais ou certains altermoments. Voilà. Merci beaucoup et on compte sur vous. Merci. Je crois que c'est compris. Merci beaucoup en tout cas Marion, Olivier et Yves. Je vous propose de vous raccompagner en coulisses puisque nous allons passer maintenant à la séquence avec notre experte en droit social, Maître Sophie Gréder, qui va me rejoindre et qui donc travaille au sein du cabinet Acléa et qui vient en compagnie de Fabien Duranel, qui est trésorier de l'association et qui va m'accompagner pour cette séquence. Effectivement, on aura des questions à poser à Maître Sophie Grédel. Donc, vous êtes avocate au sein du cabinet Acléa. Bonjour Sophie, merci de nous rejoindre et de nous aider à y voir certainement plus clair sur le volet global du droit social. Alors, va défiler évidemment sous vos yeux un support qui donnera un certain nombre d'informations, même les plus précises possibles. Puis je crois que même la déontologie de votre métier, c'est de donner une information exacte et vérifiée et pas d'anticiper sur des croyances éventuelles. Donc, Maître, je vous propose d'introduire peut-être votre intervention par un panorama, mais il y a peut-être Fabien. Oui. Merci d'avoir suivi le conducteur. Je t'en prie. Fabien, pardon, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Au contraire, non, c'est très très bien. Sachant que le sujet du droit social était un sujet sur lequel on est... Merci beaucoup pour le micro, voilà. C'est gentil. Donc derrière... donc Fabien disait que je l'avais coupé, en fait, l'herbe sous le pied, il avait des choses à dire. Donc Fabien, je t'en prie. Sachant que le sujet du droit social est un sujet qui nous a été fortement demandé, à titre personnel et sur l'ensemble des personnes qui suivent les réseaux, parce que c'est le sujet sur lequel aujourd'hui on a des questions, nous, en tant qu'entrepreneurs, sur lequel l'ensemble de nos collaborateurs, effectivement, nous posent des questions et sur lequel on doit réagir assez vite. Donc, je sais que Sophie, c'est une personne que j'ai harcelée, dirais-je, sur la première période du confinement ou la deuxième période. Le cabinet Acléa donc, nous accompagne cette semaine et la semaine prochaine, donc, sur le droit social et le droit juridique, donc avec Clémence Arnaud qui nous rejoindra également. Et pour ce faire, le cabinet également nous accompagne encore plus fortement
puisque ils ont décidé de nous accompagner sur l'ensemble de nos adhérents, qui effectivement auront des questions un petit peu plus précises, et sur lesquelles, derrière, ils acceptent de faire un tarif et un accompagnement spécifique par rapport aux adhérents. C'est une bonne nouvelle, Voilà. ça. C'est Très une bien. bonne nouvelle. Ok, très bien. Merci beaucoup, Fabien. Donc, on peut commencer, je crois comprendre, par peut-être un état des lieux, un rappel du contexte voilà, concernant ce sujet Tout à du fait. droit social. Je vous en prie, maître. Écoutez, déjà, je suis ravie d'être ici, de pouvoir vous aider. Donc, aujourd'hui, au regard des informations qu'on a, on est dans une situation d'état d'urgence qui a été prononcée jusqu'au 17 février 2021. Cet état d'urgence qui avait été stoppé et qui est aujourd'hui revenu a permis de remettre en place un certain nombre de mesures qui étaient dérogatoires pendant la crise sanitaire. Et on constate aussi qu'il y a de plus en plus de secteurs dits protégés qui intègrent ces mesures dérogatoires. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous faire un peu un panorama des différents sujets d'actualité. Voilà, on va balayer en fait un certain nombre de sujets en 4 parties en fait. Et la grosse difficulté, c'est effectivement de savoir entre ce qui est dit, ce que l'on entend, Voilà. et ce qui est factuel. Et la grosse difficulté pour nous, c'est entre les effets d'annonce et les ordonnances qui sortent, ce qui crée un petit peu une problématique de lisibilité entre ce que l'on doit faire, ce que l'on doit appliquer et ce que l'on a le droit de faire. Et de compréhension. Pour le coup. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on a les annonces gouvernementales qui doivent se suivre soit d'une loi, soit d'une ordonnance, et ensuite on attend un décret d'application. Donc D'accord. aujourd'hui, on a beaucoup d'annonces gouvernementales, on a quelques lois qui sortent, quelques ordonnances, mais on n'a pas forcément les décrets d'application. Donc il faut réussir à interagir avec toutes ces choses-là. Donc un processus sur la durée, voilà. Complexe. Ok. Émouvant. Donc sur le panorama, là, sur les sujets à aborder, on voulait aborder le sujet d'activité partielle qui a beaucoup bougé, qui concerne beaucoup de personnes qui sont soit des entreprises qui ont dû mettre leurs salariés en activité partielle et des salariés qui sont aujourd'hui en situation d'activité partielle. On voulait également ensuite aborder le sujet du télétravail parce que dans vos secteurs, ceux qui ne sont pas en activité partielle sont en situation de télétravail. Parler de la gestion des cas contacts pour les personnes qui viennent travailler sur site et qui auraient un sujet Oui. ou en tout cas Gros sujet. une présomption ou la Covid. Et ensuite, pour finir, un petit peu un bref rappel des dispositions sociales qui ont été mises en place concernant les exonérations, les reports URSSAF et pour certaines personnes, parce que des questions ont été posées, comment est gérée l'allocation Pôle emploi pendant cette période de crise sanitaire. Donc ça, c'est le menu du jour. Donc si ceci n'est pas complémentaire à l'ensemble, en tout cas des interrogations que vous pouvez vous poser, je vous invite fortement à nous poser vos questions par le chat, parce que derrière, même si tu l'as redit, je me permets de le redire, Bien sûr. on a la chance d'avoir une experte à côté de nous, et on prendra vos questions en live et on les posera avec une question immédiate, avec une réponse, immédiate, ou en tout cas une réponse qui sera faite par le biais de l'association, sur laquelle on reviendra vers vous. Quand on est en capacité d'y répondre, évidemment, compte tenu des contraintes qu'on a citées en introduction. On va parler de l'activité partielle. Où est-ce qu'on en est, maître ? Alors, sur l'activité partielle, aujourd'hui, il y a 2 périodes à distinguer. Il y a la première période qui est jusqu'au 31 décembre 2020. Donc là, on est sur une activité partielle où la durée d'autorisation peut être de 12 mois maximum. L'indemnité qui est versée aux salariés correspond à 70% de leur rémunération horaire brute antérieure servant à l'assiette de calcul d'indemnité de congé payé. Il faut savoir que certaines conventions collectives peuvent prévoir de compléter cette indemnité. L'employeur, lui, reçoit de l'État une allocation d'activité partielle qui est aujourd'hui à 60% de la rémunération horaire brute de référence. Et pour les secteurs particulièrement affectés, comme le secteur de l'événementiel, on est sur un taux d'allocation qui, lui, a été maintenu à 70% de la rémunération horaire brute. Donc ça, c'est jusqu'au 31 décembre. Ensuite, Au 1er janvier. sauf décret ou ordonnance qui viendrait encore reporter ces principes-là, on va voir le régime qui va être modifié, sachant que les entreprises qui auront besoin de recourir à l'activité partielle, la demande sera sur une période de 3 mois, avec possibilité d'un renouvellement dans la limite de 6 mois, avec une période de référence de 12 mois consécutifs. Je rassure quand même les gens, la période d'activité partielle antérieure en sein dispositif ne viendra pas s'imputer
au niveau de la durée sur cette période-là. Donc on repart à zéro à D'accord, partir du on met 1er les janvier. compteurs à zéro. Voilà. Mhm. Concernant l'indemnité versée aux salariés, donc là on va passer à 60% de la rémunération brute, tout secteur confondu. Et pour l'allocation qui est versée par l'État aux employeurs, on va passer à 36% de la rémunération brute de référence. Et en plus, on va abaisser les plafonds qui permettent de calculer cette indemnité. Donc on est vraiment sur quelque chose qui évolue véritablement, et notamment la prise en charge par l'État va diminuer. Ouais, pour le coup, on est très concret là. C'est un peu le problème en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un régime de chômage partiel qui nous donne la possibilité de survivre, je dirais, et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut entendre, c'est que l'orientation qui est donnée, sans renouvellement effectivement du chômage partiel que l'on connaît, va contraindre fortement nos entreprises à des efforts économiques encore plus importants. C'est ce que je comprends. Voilà. Avec aussi, il faut savoir que ce report à 36% était une aide qui était prévue pour le mois d'octobre, puis qui a été décalée en novembre, et là on est encore redécalé. Donc on peut imaginer que le gouvernement fasse encore un effort et décide, si la situation ne s'améliore pas, de reporter encore ce dispositif. C'est bien ce qu'on disait, c'est une problématique en fait de manque de lisibilité et de projection dans l'avenir, sur lequel aujourd'hui, la projection sur le chômage partiel, il y a des nouveaux textes qui arrivent. Mais l'objectif, c'est effectivement, par le biais de l'association, de faire remonter par le biais de l'UNIMEV et du Sympaz et d'autres, effectivement, cette demande en fait, de sérénité que nous, entrepreneurs, pouvons avoir pour travailler sereinement et construire l'avenir. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui à quelle sauce on va être mangé au niveau du chômage partiel, c'est pas forcément rassurant, parce que là, ça accompagne en fait une reprise de l'activité économique, et à ce jour, l'activité économique, elle est toujours pas présente. Donc il y a vraiment un gros point d'interrogation là sur la partie du chômage partiel. On va casser un petit peu l'incertitude en fait de cet avenir un peu flou. On continue ? Sur l'activité partielle, il faut savoir qu'une alternative à ce dispositif que je viens de présenter, il y a ce qu'on appelle l'activité partielle de longue durée. Donc c'est un régime qui est mis en place, qui a vocation à s'appliquer depuis le 31 juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2022. D'accord. L'objectif un peu de ce dispositif, c'est d'essayer d'éviter au maximum que les entreprises recourent au licenciement pour motif économique, en leur permettant sur une période durable de baisser le temps de travail de leurs salariés, qui est en lien avec la baisse de leur activité. Malheureusement, ce dispositif n'est pas forcément simple à mettre en œuvre, et il y a quand même pas mal de choses à respecter, notamment sur comment le mettre en place au sein de l'entreprise. Vous avez deux options. Soit vous le faites par accord d'entreprise, ce qui nécessite quand même que vous avez soit des délégués syndicaux dans l'entreprise, soit un CSE, soit vous le négociez avec les salariés. Donc il y a une taille d'entreprise peut-être. Voilà, ça dépend en fonction de la taille de l'entreprise et des outils que vous avez de négociation au niveau de l'entreprise. Si vous ne pouvez pas le négocier par accord d'entreprise, vous pouvez le mettre en place par décision unilatérale, mais là encore, on a une complexité. Il faut qu'il y ait un accord de branche étendu qui permette la mise en place de cette activité partielle longue durée. À titre d'exemple, parce que je pense que certaines sociétés sont sous cette convention collective, la convention collective Syntec a mis en place cet accord de branche et il est étendu, et aujourd'hui on pourrait mettre en place l'activité partielle. La grosse problématique, juste en revenant sur ce point-là, sur le chômage de longue durée, on a des aides qui sont moins importantes. On a effectivement une contrainte qui est sur le départ volontaire ou non de certaines personnes, qui doit être liée à un licenciement économique et qui derrière nous contraint à ne pas pouvoir le faire. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'aurait plus les mains libres en fait, pour réorganiser et restructurer notre entreprise. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est un accord qui se réfléchit et qui est un accord sur le long terme. Donc, il faut le structurer intelligemment. Sa période d'application, c'est 6 mois avec la possibilité d'un renouvellement, mais de toutes les façons, ça doit être homologué par la directe ou validé par la directe. Donc, on passe toujours et on a toujours ce dialogue avec la directe. Comme je vous le disais, ça permet une réduction d'activité à hauteur de 40% de la durée du travail des salariés. Et donc, ça se réfléchit en se disant, soit je diminue au global sur une année ou sur 6 mois ma durée du travail, soit je fais une période où je n'ai pas du tout d'activité et je réduis intégralement ma durée du travail, et sur l'autre période, j'organise mon temps de travail. Donc c'est vraiment quelque chose qui se réfléchit en amont par rapport à l'activité et aux besoins qu'on peut avoir. Je partage, mais il faut que ce modèle en fait, de chômage partiel, et on le voit bien dans la modalité, en fait, on réduit l'activité de 40%, soit accompagné d'une reprise économique. En l'occurrence, ce que l'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui,
les 3 formules de chômage partiel que vous venez de nous parler, la première qui est véritablement liée à la période que l'on vit et qui nous est plutôt favorable dans le côté projection, c'est celle qui est en cours aujourd'hui et qui s'arrête le 31 décembre. Voilà, sachant qu'à partir du 1er janvier, si on est sur un dispositif d'activité partielle, ils ont revu la prise en charge par l'État et on sera sur une prise en charge pour les entreprises plus avantageuse que l'activité partielle qu'on connaît aujourd'hui avec la prise en charge à hauteur de 70%. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément exclure ce dispositif, mais il faut le penser intelligemment. Comme je vous disais, l'entreprise elle a des engagements de maintien dans l'emploi à faire, donc il faut aussi bien s'interroger sur quel type de population vous voulez mettre sur cette activité partielle longue durée. Et il faut savoir que si vous prenez des engagements sur une population au regard de votre activité où finalement ils ont eux réellement et concrètement une baisse d'activité, ça n'empêche pas que les autres salariés peuvent travailler sur une base temps plein eux. Et l'engagement sur l'emploi, il n'est pris que pour les salariés qui sont concernés par le dispositif, ce qui n'empêche pas à côté de faire des licenciements économiques ou des ruptures conventionnelles individuelles ou collectives. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien penser... Donc il y a une vraie réflexion stratégique quelque part de la part de l'entreprise, effectivement, par rapport à cette activité. Et concernant les indemnités, donc comme je vous disais, pour les salariés, on est sur une indemnité qui sera égale à 70% de leur rémunération brute. Et l'indemnité versée aux employeurs, on sera sur une base à 60% de la rémunération brute de référence. Et pour les secteurs dits de l'événementiel, là jusqu'au 31 décembre 2020, on reste sur une indemnité à 70%. Et après, on basculera sur 60%. Donc à partir du 1er janvier, ce dispositif vis-à-vis des aides de l'État sera plus intéressant pour les entreprises, mais assez contraignant et à réfléchir et à structurer correctement en amont pour que ce soit un outil utile à la relance de l'activité et au maintien de l'emploi. Très bien, merci beaucoup. On passe au deuxième sujet, qui est le télétravail. Alors le télétravail qu'on appelle également travail à distance, home office, c'est à peu près c'est pas quelque chose qui est arrivé, ça existe depuis plusieurs années. Il y avait la possibilité de le formaliser. Il y avait un existant qui existait. Il y a un existant, et c'était soit par accord d'entreprise, soit par une charte. Par un avenant. Ou un avenant, ou en tout cas un accord écrit entre l'employeur et le salarié formalisé par un avenant. On a cette crise sanitaire qui est arrivée, ce Covid. On a un protocole sanitaire qui est sorti et qui nous dit aujourd'hui, le principe, c'est 100% au télétravail. Donc on s'est retrouvé du jour au lendemain avec des entreprises qui ont vu foule de leurs salariés partir avec l'ordinateur sous le bras, éventuellement la chaise pour travailler chez eux, et ça a été un peu compliqué. Un télétravail improvisé en fait. Complètement. Donc il faut savoir que sur ce télétravail et sur cette période-là, heureusement, on n'a pas d'obligation de formalisation réelle. C'est-à-dire que l'employeur peut imposer le télétravail à ses salariés, et j'ai même envie de vous dire, quand c'est possible, il doit l'imposer. Autant que possible en fait. Alors, c'est ça. Une question, il doit pouvoir l'imposer, mais est-ce qu'il peut le refuser ? Alors, il y a des conditions, le principe, c'est 100% au télétravail. Après, il peut s'entendre que des postes ne soient pas éligibles au télétravail en raison de la particularité de la mission ou de la fonction qu'on fait. Un plombier au télétravail, ça paraît difficile. Donc, il faut, dans l'entreprise, c'est toujours pareil, c'est avoir cette réflexion. Quels sont mes postes qui peuvent être à 100% télétravaillables et quels sont mes postes qui peuvent être partiellement télétravaillables et quels sont mes postes qui ne peuvent pas du tout être télétravaillables. Et ça, il faut le faire, il faut même le formaliser parce que vous avez des contrôles de la directe qui viennent dans votre entreprise et qui vous disent « Bon, alors vous en êtes tous sur le télétravail, pourquoi telle ou telle personne aujourd'hui n'est pas en télétravail alors que nous, on considère que leurs missions peuvent être 100% télétravaillables ?» Donc il y a aussi là un travail à faire de construction. Et ça, c'est soumis à amende ou peine ou... Bien sûr. Vous ne respectez pas le protocole sanitaire, donc on considère que vous mettez en risque vous avez deux effets. Vous avez le risque vis-à-vis de la directe et vous avez aussi le risque vis-à-vis de vos salariés. Imaginons un salarié qui a 100% de ses tâches télétravaillables et sur lieu de travail avec un protocole sanitaire moyen ou un peu délaissé parce que peu de personnes sur place, il attrape la Covid. Il peut engager votre responsabilité en tant qu'employeur. Donc on est sur des sujets qui sont demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faute inexcusable derrière, demande de prise d'acte de la rupture ou résiliation judiciaire du contrat de travail et demande de dommages et intérêts. Donc oui, il y a un vrai sujet, il faut vraiment penser à ça. Donc aujourd'hui, pas de formalisation possible, mais vous avez
une obligation, vous, employeur, de veiller et de gérer vos télétravailleurs à distance. Donc, on entend télétravail imposé, mais lien social ne veut pas dire interrompu. Donc, vous devez mettre en place un certain nombre d'actions pour pouvoir permettre de garder ce lien social et d'éviter l'isolement. Donc, il faut une formation de vos managers pour s'assurer que chaque manager gère bien ses équipes à distance. Ça, c'est essentiel. Garder le lien, en fait, entre le manager et le collaborateur, évidemment. Il faut aussi s'être assuré d'avoir sécurisé tous les systèmes d'information, parce qu'il y a des risques aussi, en travaillant à distance, d'avoir peut-être des virus qui pourraient s'attaquer aux serveurs et au réseau. Donc, tout ça aussi, il faut pouvoir le sécuriser. Il faut s'assurer que tous vos salariés ont les outils qui leur permettent de travailler à distance correctement en télétravail, à minima un ordinateur. Et de remplir les tâches associées à leur feuille de route, finalement, c'est un peu ça. Hein. Oui, mais il faut adapter ces tâches aussi aux contraintes liées au télétravail. Et donc il y a aussi tout un sujet qui est important, qui est cette notion de droit à la déconnexion. Les salariés ne doivent pas être connectés 24 heures sur 24 parce qu'ils sont à domicile. Donc il faut s'assurer qu'ils travaillent, mais qu'ils travaillent dans les plages horaires habituelles, qu'on ne leur demande pas d'être connectés trop tôt le matin ou tard le soir. Il faut veiller aussi au respect vie familiale, vie privée et vie professionnelle. Donc il faut contrôler la déconnexion d'une certaine parce manière. qu'après on rentre dans la problématique au niveau du chômage partiel, avec le nombre d'heures déclarées. Et du coup, vu qu'on le déclare en fin de mois, en fonction du nombre d'horaires, il y a possibilité au niveau du contrôle, enfin arrêtez-moi si je me trompe, c'est sur le nombre d'heures de connexion par rapport au serveur. Et donc du coup, on a un collaborateur qui est par inadvertance laisse son ordinateur connecté, en fait ne correspond plus au timesheet en fait que l'on fait et par rapport au nombre d'heures de connexion. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des outils de suivi et de contrôle du temps de travail, parce que c'est pareil, là c'est la Direct qui vérifie ce sujet, et notamment quand on cumule et activité partielle et période de télétravail, il faut être en mesure de démontrer, nous employeurs, que sur les périodes d'activité partielle, le salarié n'a pas travaillé. Et effectivement, on peut demander l'état des connexions, les timesheets, et donc tout ça, il faut que ce soit à jour, bien classé. Pouvant aller même jusqu'au relevé des abonnements téléphoniques. Oui, ils peuvent vous demander l'état des connexions, les relevés des abonnements téléphoniques. Enfin, il y a un pouvoir extrêmement large de l'URSSAF et de l'inspection du travail. Le risque étant que si on considère que vous n'avez pas respecté la partie activité partielle, vous devez rembourser les aides qu'on vous a données. D'accord. Donc voilà, il faut absolument maintenir le lien, il faut continuer à suivre la charge de travail, l'activité de chacun et de créer ce collectif. En tout cas, c'était très clair. Merci pour ces bonnes pratiques autour du télétravail. Je vous en prie. Donc le troisième sujet qui n'est pas des moindres. Alors juste avant peut-être qu'on était sur le sujet au niveau du chômage partiel, est-ce qu'un salarié en activité qui est en chômage partiel peut avoir une activité en parallèle? Alors, vous voyez ce que je veux dire? Il peut avoir une double activité. Alors, mais qui n'a rien à voir avec l'activité Qui n'a rien à voir. d'entreprise. Alors justement, moi j'ai un salarié qui est au chômage partiel, il a une baisse de salaire. Est-ce qu'en complément, il peut obtenir en fait un autre Travailler poste, à côté. Travailler à côté. Par un statut de micro-entreprise, par exemple. Alors, ou pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. D'accord. La question est posée en tout qui cas. cumule plusieurs emplois. C'est ça. D'accord. Au-delà de s'assurer de respecter les durées hebdomadaires maximales, et que l'employeur est au courant que le salarié a une autre activité et que ce n'est pas une activité concurrente et que c'est autorisé, parce qu'il y a aussi ce cadre-là sur le principe de loyauté, un salarié en activité partielle pourrait travailler effectivement à côté. Par contre, il ne doit pas dépasser en fait un certain nombre d'heures. Le volume. Par jour et par semaine. Et puis il faut respecter que ce soit bien prévu et que le cumul d'activités soit possible. Le nombre d'heures est fixé et limité à combien? Ça va dépendre de si on est sur du temps plein, du temps partiel, forfait jour ou pas, donc c'est assez complexe. Mais il ne faut pas travailler, le principe c'est qu'il ne faut pas travailler plus de 48 heures hebdomadaires. Ok. Alors les cas contacts. Alors sur les cas contacts, déjà aussi une nouveauté qui peut intéresser par rapport au protocole sanitaire, il est possible maintenant pour les entreprises d'organiser des opérations de dépistage en interne. Donc c'est des tests rapides, c'est sur la base du volontariat. Et le salarié qui accepte de procéder à ce test de dépistage n'a pas l'obligation, bien entendu, de communiquer les résultats de ce test qui sont couverts par le secret médical. Donc ça c'était un petit rappel. Concernant les cas contacts. Donc ça, c'est un vrai sujet parce que se passe-t-il lorsqu'on est cas contact? Aujourd'hui, nous sommes cas contact. Vous avez l'obligation d'avertir votre employeur que vous êtes cas contact. Vous avez l'obligation de vous isoler. Donc,
à minima pendant 7 jours. Donc vous vous isolez, soit vous êtes cas contact et avec des symptômes, donc dans ce cas-là, vous pouvez vous faire arrêter et être en arrêt maladie, soit vous êtes un cas contact et vous n'avez pas de symptômes, donc vous pouvez télétravailler. Donc vous n'êtes pas obligé de vous arrêter. Juste en complément, le salarié a obligation de dénoncer s'il est porteur du virus D'informer. Non, ou s'il alors, est cas contact. C'est là où il y a quand même une nuance. C'est pour ça que je repose la C'est question. pour ça qu'il y a une nuance. C'est-à-dire que si on est cas contact, quand on regarde les textes, cas contact, on doit informer l'entreprise qu'on est cas contact, mais a priori, quand on est porteur du virus et symptomatique, on peut informer l'employeur, mais ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation. C'est-à-dire il y a- qu'on doit le faire quand on voilà. est cas contact, mais on n'est pas Exactement. forcément obligé de le faire quand on est porteur du Et virus. il y a même une autre Tu vois, incohérence. Frédéric, je t'apprends des choses. Ah non, mais j'apprends énormément de choses. Hein. Je Il y suis a, là il y a pour ça. également une autre incohérence. Si vous êtes cas contact et que vous vous faites arrêter, que vous voulez un arrêt de travail, vous n'avez pas de période de carence, alors qu'a priori, aujourd'hui, si vous êtes atteint du Covid et que vous vous faites arrêter, vous avez une carence. Donc carence, ça veut dire qu'il y a un délai pendant Oui. lequel vous ne percevez pas vos indemnités journalières. Donc là, c'est D'accord. pareil, c'est une bizarrerie. On n'a pas l'explication pourquoi Bon. cette différence de traitement. Très bien. Donc votre cas contact, il doit se faire dépister Oui. dans un délai de 7 jours Oui. après la période où il pense avoir été en contact avec une personne porteur du virus. OK. Là, vous avez deux choses. Soit la personne est négative, donc pas de souci, elle peut reprendre le travail, soit en présentiel, soit en télétravail. Mhm. Si la personne est positive, elle reste à l'isolement, elle Mhm. attend 7 jours supplémentaires et elle doit se refaire tester. Est-ce que pendant ce temps-là, c'est-à-dire que j'ai une personne qui est En en télétravail. chômage partiel, en télétravail, Ouais. avec des heures déclarées et qui est cas contact, est-ce qu'on peut continuer à la faire travailler ou pas? Alors, ça dépend, c'est ce que je vous dis. Si jamais si vous avez un cas contact symptomatique, malade, fièvre, pas en Oui, état, là, vous l'orientez. Pendant les 7 jours avant, en fait. C'est-à-dire que je me déclare cas contact. Alors, sur les 7 jours où vous attendez les résultats Voilà. de votre test, vous êtes censé travailler. D'accord. Mais pas au bureau. Vous vous isolez et vous travaillez. En télétravail. Voilà. Après, il y a le sujet, je vous dis, des personnes dont les missions ne sont absolument pas possibles d'être réalisées en télétravail. Mais je pense que ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Donc, le principe du salarié cas contact, il s'isole, mais il travaille. D'accord. Et si jamais il est reconnu cas contact, après il passe en arrêt maladie. Pas forcément, parce que si les cas contacts sans symptômes, il peut continuer à travailler. En fait, Oui, sans symptômes, oui, mais s'il Oui. est reconnu, en fait. alors s'il est reconnu porteur du... C'est pareil, après on a des porteurs du virus symptomatiques Ouais. et asymptomatiques. Donc, asymptomatique. Donc il y a beaucoup de scénarios en fait. l'obligation surtout, c'est de s'isoler, de se faire tester et de Oui. respecter ce délai de 7 jours. À minima. Voilà, à Voilà. minima. Et après, on adapte selon les situations. Exactement. Et surtout, on ne s'amuse pas à revenir dans l'entreprise si on est symptomatique. Sachant qu'aujourd'hui, on a quelques dossiers qui sont en cours devant les prud'hommes, de salariés, les décisions ne sont pas tranchées encore, de salariés symptomatiques qui, avec une suspicion de Covid, qui sont venus travailler dans l'entreprise et qui ont été licenciés pour faute grave. Ah oui. Donc voilà, il y a des ça crée sujets, il y a pas. Alors après, des il y a situations complexes. toujours cette notion de savoir est-ce que j'avais conscience ou pas que Eh j'étais oui. porteur du virus, Au parce que courant je ou suis pas. symptomatique ou asymptomatique. Mais bon Mm. voilà, sachez qu'on Bon, c'est aura des de la subtilités, jurisprudence sur ce sujet-là. D'accord. Toute cette formalisation du cas contact, Mhm. je rappelle que depuis le protocole sanitaire, chaque entreprise doit être dotée d'un référent Covid. Donc référent Covid annoncé, affiché et transmis aux salariés. Et D'accord. en principe, c'est le référent Covid qui gère ce sujet cas contact. Quelle que soit la taille de l'entreprise, Alors, le nombre de salariés. Quelle que soit la taille de l'entreprise et le nombre de salariés, généralement le référent Covid dans les petites structures, Oui. c'est le dirigeant. Oui, c'est ça. Et oui. dans des structures avec un peu plus structurées au niveau des ressources humaines, Oui. ça va être la responsable des ressources humaines. D'accord. Ou du CSE. Ou un membre du CSE. Enfin, en tout cas, une personne qui a une sensibilité à ces problèmes et que ça intéresse aussi. Parce qu'il y a Managérial quand même- ou RH. Voilà, ou, ça veut dire que d'accord. le référent Covid, il fait en sorte que dans l'entreprise, le protocole sanitaire Soit appliqué. soit respecté, appliqué. Il gère les cas contacts, il gère les relations avec le médecin du travail. Donc, il faut quand même avoir une sensibilité à ce type de sujet. Donc, c'est Très bien. essentiel aujourd'hui, en termes de responsabilité pour les entreprises, d'avoir ce référent Covid et de formaliser son protocole. D'accord. Alors, quatrième volet, on est sur On la n'est pas fin des moindres. des pas des moindres. Dispositions sociales complémentaires, à la lumière Alors, peut-être aussi de certaines questions qui ont Voilà, été posées tout à fait. dans Donc ça, l'intervalle. c'est vraiment pour répondre aux questions qui ont été posées. Mm. Donc, il y a un certain nombre de lois, notamment la loi de finances de sécurité sociale, qui est venue apporter des aides aux entreprises. Donc, notamment la dernière aide, c'est une exonération de cotisations et contributions sociales aux entreprises.
Ça s'appliquerait sur la période de septembre à décembre. Peu importe la taille, peu importe Alors, le chiffre d'affaires, Il y peu a- importe si, le il y a nombre de des- salariés. sinon, Il y a ce serait d'autres trop critères. facile. C'est pour ça que je vous pose la question. Ce serait beaucoup trop facile. Donc, les entreprises concernées, on a celles de moins de 50 salariés qui exercent leur activité dans un secteur S1. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un secteur S1 ? On le verra juste après. Voilà. Je vous répondrai à la question On tout se à prépare à l'heure. afficher, effectivement. Ou les entreprises de moins de 250 salariés qui exercent leur activité dans un secteur dit S1, dans un secteur S1 bis et qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative ou qui constatent une baisse d'activité de moins 50%. Donc on a quand même cette notion « ou » qui est soit on est en fermeture administrative ou à défaut, si vous n'avez pas eu de fermeture administrative, vous pouvez bénéficier de l'exonération si vous êtes en mesure, D'accord. sur la période concernée, de Mhm. démontrer que vous avez une baisse de 50% de votre chiffre Alors, d'affaires. je vais vous poser une question, c'est pas une question piège. Vous pouvez répondre ou pas répondre, mais beaucoup de choses se disent. Est-ce que les agences événementielles, en tout cas, sont en fermeture administrative ou pas? À mon sens, non. D'accord. Les agences en tant que telles qui font que de l'événementiel, elles ne sont pas en fermeture administrative. Pour moi, elles ne font pas partie de ces entreprises-là. D'accord. Notamment des commerces. Oui, Voilà. qui n'avaient oui. Ou des restaurateurs, Ou des des restaurateurs, restaurateurs. évidemment. ou des cinémas. Tout à fait. Merci Fabien pour ces compléments. Vous êtes un expert, je vois bien. Il y a encore la possibilité, alors c'était déjà le cas pour le mois de novembre et là c'est reporté sur décembre, d'un report des échéances sur SAF. Donc attention, on parle bien d'un report et pas d'une annulation de dette. Vous pouvez remplir une petite demande en ligne sur le formulaire, vous reportez vos charges, mais l'URSSAF vous contactera pour décider du plan d'apurement de la dette. Donc Donc aujourd'hui, ça la ne sert dette à rien de n'est changer pas... de numéro. Ils Ça nous ne sert à retrouveront, rien, ils ils reviendront vers nous. retrouveront, et voilà, ce n'est pas cadeau. C'est D'accord. reporté, mais ce sera payé. Il y a un délai de report? Bah là, c'est reporté, donc novembre a été... Bah non, pour l'instant, non, c'est pour ça qu'ils vont vous contacter. C'est la question, pour c'est de voir, dire, est-ce que sur un projet, je pense toujours à la projection que doit se faire l'entrepreneur sur sa trésorerie. En fait, c'est est-ce qu'on se dit, bah voilà, on est sur un report de charge qui va arriver sur un trimestre, sur un semestre? Bah, le problème, c'est que là, on l'avait pour octobre, maintenant on l'a pour novembre, on l'a pour décembre, donc on imagine qu'on va l'avoir, enfin on l'a pour la période de décembre, donc on imagine peut-être que ça va encore se prolonger. Là-dessus, on n'a pas de... Donc on n'a pas de visibilité parce qu'il va y avoir le PGE effectivement à rembourser, il va y avoir les exonérations, en tout cas les suppressions de charges qui sont à rembourser, donc il va y avoir quand même pas mal de frais sur 2021. Donc c'est aussi un message d'alerte au niveau des entrepreneurs qui est de dire faites attention par rapport à votre trésorerie, c'est derrière l'ensemble des aides que l'on peut avoir, bien s'assurer si c'est des exonérations ou des reports. Exactement. Et en discutant, moi je vois avec nos clients, c'est pour le coup un dispositif qui n'utilisent pas parce qu'effectivement ça leur fait peur et qui préfèrent régler ce qu'ils ont réglé tant qu'ils le peuvent plutôt qu'utiliser cette aide-là. Mais bon, elle a le mérite d'exister. Est-ce que vous vouliez qu'on affiche? Alors je me tourne vers la régie, mais On justement... va en parler juste après. Ah, juste après. Juste après. Très bien. Alors je ne suis pas au courant, pardon. Non, je plaisante. Je plaisante. Rappelle-toi. Problème de mémoire. Et ça aussi, c'est pour répondre en partie à des questions qui ont été posées, qui intéressaient les personnes qui sont actuellement en situation de chômage et qui perçoivent une allocation Pôle emploi. Donc il y a une loi Pôle emploi, enfin il y a un système de réforme de l'assurance chômage qui a été mis en place avec les gilets jaunes, la grève et la crise sanitaire, ça a été plus ou moins décalé, reporté. Il y a une règle qui avait vocation à s'appliquer à partir du mois de novembre qui était la dégressivité de l'allocation chômage pour les salariés qui bénéficient d'une allocation avec un certain niveau de revenu. Donc cette dégressivité qui devait s'appliquer à partir de maintenant, à partir de 6 mois, on percevait les allocations chômage normalement pendant 6 mois et ensuite ça devenait dégressif. Donc ça a été reporté jusqu'au 31 décembre. Donc jusqu'au 31 décembre, on reste sur une allocation normale, il n'y a pas de dégressivité. Voir si ce sera encore reporté ou pas. Et l'autre sujet, c'est qu'on a un certain nombre de personnes qui étaient en fin de droit au 30 octobre 2020. Et là, c'est pareil, ils vont pouvoir bénéficier encore de l'allocation chômage jusqu'à la fin du mois de février. Donc fin de l'état d'urgence. D'accord. Voilà, c'était important, je pense, de le signaler. Bien Donc sûr. pareil, je vous invite à vous rapprocher de vos pôles emploi pour poser toutes les questions utiles par rapport à ces aides. Tout à fait. On essaye de voir justement pendant le temps qu'on est en train de terminer ici, si jamais il y a des questions Oui, qu'on tout à peut fait, par chat. m'apporter ou par chat ou me faire passer. N'hésitez pas à nous transmettre ces questions, qu'on puisse donc, les poser de vive voix. Donc, je viens d'avoir une première question. Très bien. C'est sur la partie, effectivement, beaucoup de choses se disent. Encore une fois, c'est la grosse problématique de l'incertitude des communications. C'est notamment sur l'histoire des congés payés. La récupération au niveau des congés payés. Est-ce qu'on est au même titre que les restaurateurs? Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de déduire les congés payés?
Qu'est-ce qu'il en est? Alors, par rapport à cette question, je vais déjà, je pense, la remettre dans un contexte qui est le principe que les salariés qui sont aujourd'hui en activité partielle continuent à acquérir des droits à congés payés. Donc, ça veut dire qu'on a des compteurs qui commencent à enfler de façon importante. À la fin de l'activité partielle, on va avoir une reprise d'activité, on va avoir besoin d'avoir des gens présents et il va y avoir un solde de congés à apurer de façon significative. Aujourd'hui, c'est uniquement au niveau d'une annonce gouvernementale, on n'a pas de texte, et ça concernerait uniquement l'hôtellerie et la restauration, la possibilité non pas de prendre en charge intégralement les indemnités de congés payés pour les entreprises, mais possibilité de prendre en charge à minima la moitié des soldes de congés payés des salariés qui partiraient en congé. Mais on n'annule pas du coup ces congés payés, c'est une prise en charge partielle des indemnités congés payés qui seront versées aux salariés. Allez, dernière question peut-être. Ouais, on vient juste de me la donner sur la partie des fonds de solidarité. Alors on ne va pas rentrer dans le détail exact des fonds de solidarité parce que c'est quelque chose qui est encore très spécifique, mais peut-être d'un point de vue social, c'est rassurer les gens, encore une fois, sur les fameuses listes S1, S1 les critères en fait. Les critères, donc peut-être qu'on avait préparé effectivement... J'étais impatient de les voir. Voilà, tu vois. Merci beaucoup. Et du coup, on entend beaucoup de choses sur le fait de dire est-ce qu'une agence, est-ce qu'un loueur de mobilier ou est-ce qu'un restaurateur ou peu importe fait partie de telle ou telle liste. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire? Alors, c'est par rapport surtout effectivement, à l'accompagnement de l'État. Ils ont ciblé aujourd'hui les listes qui est dans les secteurs prioritaires et qui sont indirectement impactés avec ces secteurs prioritaires. Donc, vous avez une liste de secteurs. Donc, les S1, c'est ceux qui sont le plus fortement impactés. Chose qui est très importante pour nous, parce que sur le fonds de solidarité, on est aujourd'hui à une indemnisation qui peut aller de 15 à 20%, donc à hauteur de peut-être 150 ou 200 000 euros maximum, plafond maximum. Donc cette liste est très importante. Et il faut savoir, alors je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des codes couleurs et il y a notamment des secteurs qui sont en rouge, c'est les secteurs qui ont été ajoutés. Et donc cette liste évolue aussi régulièrement. Et donc, oui. Voilà. Il y a un gros travail aujourd'hui de lobbying pour faire en sorte que tous les gens qui sont en S1 bis arrivent en S1. Voilà, exactement. Ok, juste ces documents-là qui sont peut-être pas forcément très lisibles. Encore une fois, l'ensemble de la présentation de Maître Gréder, ainsi que cette partie de liste S1, S1 bis, sera disponible dès cet après-midi, nous l'enverrons à l'ensemble des membres adhérents en fait, de l'association Event Again. Très bien. L'objectif, c'est de pouvoir, encore une fois, comme tu l'as évoqué en début de session, c'est de pouvoir répondre de façon factuelle à des problématiques que nous vivons, puisque au même titre que vous, je vis les mêmes. Donc aujourd'hui, ces informations-là seront envoyées. Et à ce titre-là, merci Fabien pour ton retour d'expérience, parce que finalement, tes questions, elles viennent aussi de ton quotidien, de ce que tu vis, voilà. De mes problématiques. Et de tes problématiques et de tes enjeux, effectivement, auxquels tu es confronté. Merci Maître Sophie Gréder, c'était parfait, très pédagogique, on était dans les temps. Merci pour la clarté aussi de vos propos. Et donc à suivre, je crois qu'une de vos collègues viendra aussi dans les semaines à venir sur une nouvelle table ronde. Semaine prochaine. Semaine prochaine, non, je crois que c'est... semaine prochaine sur le côté juridique. D'accord, très bien. Et on le rappellera en fin d'émission de toute façon. Je vous propose de venir vers moi, puisque nous allons accueillir maintenant les comédiens du théâtre Lulu sur la colline, qui vont nous faire un petit débrief en fait, de ce qui s'est passé d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est la surprise. On vous laisse la place. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, hop là. Pas cassé. Non. Moi, j'aimerais avant tout rassurer tout le monde en citant une consoeur de Sophie qui est également experte en droit. Et commencer par cette citation. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous raison de se poser des questions, d'oser dire non. Voilà, Liane Folly, si tu nous regardes. Et puis aussi, qui a le droit de faire ça à des enfants qui croient vraiment ce que disent les grands, un peu comme pour les effets d'annonce. Voilà. 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 Alors moi, j'ai vu au début, il y avait Thierry Frémaux, c'est vachement bien, c'était la première fois où on était dans une émission avec Thierry Frémaux, parce qu'on est comédien mais pas célèbre, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, parce qu'on est moins cher. Oui, on peut. Éventuellement, si c'est toujours un petit peu compliqué à la période du festival, moi, je me propose, je peux faire sosie de qui que ce soit. Enfin, voilà, je peux faire Dalida, je peux faire Dalida.
peut faire venir les morts, donc. Voilà. Et je monte vachement bien les marches, 2 par 2, mon max, j'ai monté 4 marches. Gérard 2 par 2. Ouais. C'est mauvais. Voilà. C'est pour ça qu'on n'est pas célèbre en même temps. Hein, voilà. Donc oui, moi je peux éventuellement faire la sécurité, parce que je sais faire. Donc au niveau des gestes barrières au Festival de Cannes, ça on sait qu'ils sont habitués. Hein, oui. Il suffit d'avoir déjà essayé d'accéder aux marches sans passe VIP. Aïe. C'est compliqué. Donc vous pouvez leur faire confiance. S'ils ne veulent pas que vous rentriez, vous ne rentrez pas. Donc il a parlé du monde d'après aussi, un modèle qui repose, il a un modèle qui repose sur le succès et le partenariat, et pas uniquement sur l'autofinancement, un peu comme nous, sauf que nous c'est pas du tout enfin, il faut que vous veniez. Oui, revenez dans les théâtres. Voilà, parce que sinon, si vous voulez, on a essayé éventuellement de se réinventer, de changer le monde d'avant, enfin de changer, enfin voilà, toutes les phrases qu'on dit. Là. Et nous, on a pensé qu'en fait, comme on a un local, s'il y a quelqu'un qui est, laborantin d'analyse, on a vu que ça marchait bien, il y avait la queue. Et donc, on a un endroit pour faire la queue, on a tout ça, donc peut-être changer d'activité, faire des analyses Covid, ça c'est avec blague. Quand ça fait mal au nez. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Alors après, on est passé juste... après, on s'occupe de vous, ne vous inquiétez pas. Après, donc, il y a les nouveaux mots. Alors, il y a effet d'annonce, il y a cas contact, il y a le ou la Covid. Il y a le SARS-CoV aussi, qui n'a rien à voir avec l'ancien président, hein, bien sûr, même si c'est petit aussi. Putain, il est où mon masque aussi? C'est une phrase qu'on entend la phrase de 2020. Voilà, vous l'avez sur le pif, mais nous on ne peut pas, sinon voilà. Puis on l'a déjà eu, donc on s'en fout. Il y a positif aussi qui revient assez souvent. Alors effet d'annonce, c'est un truc un peu, c'est comme cas contact si vous voulez. Effet d'annonce, donc c'est que tu pourrais avoir une aide. Comme tu pourrais avoir le Covid en fait, oui, voilà. Sauf que après, quand tu es négatif ou positif, dans un cas comme dans l'autre, ça n'a pas vraiment les mêmes conséquences. Voilà. Si tu crois à l'effet d'annonce et qu'on te dit ben non, finalement tu l'as pas, et ben tu l'as non pas dans le nez, mais un peu plus bas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, on a vu qu'il y avait plein de trucs, des aides pour le chômage partiel, mais pas pour le chômage partiel en fait, mais pour des entreprises qui sont en reprise économique. Donc du coup, ça ne sert à rien en fait. C'est une aide. On connaît, nous, on a une subvention. On nous a demandé d'avoir des subventions. Une subvention, en fait, c'est comme une transfusion de sang, d'accord. Et donc on nous a donné en fait 2 gouttes de sang. C'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'ils font une transfusion, mais avec 2 gouttes de sang. C'est-à-dire qu'ils ont fait la transfusion, mais ça suffit pas. Voilà. Moi, j'ai eu une question dans mon oreillette par rapport au secteur S1. On m'a demandé si le secteur S1, il fallait automatiquement des abeilles. Voilà, S1 d'abeilles, bien sûr. Voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? On s'est aperçu au fait que visiblement, les cabinets, vous n'êtes pas touchés par le manque de boulot. Hein. Ça bosse, mais ça fallait s'y attendre. Quand au début du Covid, on s'est aperçu que les gens se sont jetés sur le PQ. Voilà. PQ, cabinet, voilà, on se comprend, voilà, on y va. Qu'est-ce qu'il y avait après? Ah oui, alors on s'est vu aussi qu'il y a des gens qui font beaucoup de télétravail, et donc il y a vie professionnelle, vie privée, vie machin. Et donc, alors moi je suggère aux gens qui sont en télétravail, quand ils prennent une pause, d'aller sur Facebook, comme ça les changera pas d'écran. Voilà. Et je pense qu'on peut conclure en disant au revoir. Ah oui. Merci beaucoup, bel hommage. Merci beaucoup Camille et Michel du théâtre Lulu sur la colline. Merci beaucoup. Merci à vous encore, maître Sophie Gréder, et merci Fabien pour ton accompagnement et les pertinences de tes questions. Je vous raccompagne en coulisses et je demande aux membres, un certain nombre de membres actifs de l'association de revenir en plateau. Pour ce mot de conclusion, on est dans les temps, voilà, on avait dit 1 heure environ, il est 15h05. Voilà une nouvelle table ronde, mission accomplie je pense. On a traité d'un certain nombre de sujets qui étaient essentiels et importants pour vous, évidemment. Encore une fois, on a essayé aussi d'être exhaustif, ce qui n'est pas évident sur des questions très techniques. Peut-être Olivier ou d'autres personnes veulent prendre la parole pour ce mot conclusion. On complétera s'il y a des choses à compléter. Très bien, alors il faut ouvrir les micros, Tu super, rebondiras. merci Non, beaucoup. je voulais remercier encore Michel et Camille de leur intervention. À ce sujet,
Le théâtre donc Lulu sur la colline, comme beaucoup d'autres, va rouvrir le 15 décembre. Ah oui. Voilà, ça c'est Il y a important. une Donc actualité. avec un spectacle qui s'appelle Les Clotildes. Bien sûr, venez avec Mais nous, oui, bien venez. sûr. Avec un spectacle qui s'appelle Les Clotildes, qui sera joué à partir de 19h. Enfin bon, ils sont toujours en retard, les artistes. Donc nous, au sein de l'association, et pour les remercier, on vous avait dit qu'on serait avec eux. Et pour remercier nos adhérents, nous avons décidé d'offrir aux 30 premiers adhérents une place pour le 15 décembre pour être avec vous. Alors je crois que dans votre théâtre, il y a 250 places. Ouais. Donc pour respecter les sanitaires, on sera à 125. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, déjà, il y a 30 places qui sont prises par l'association. Mais je propose qu'on en fasse un rendez-vous, qu'on essaye de se retrouver toutes et tous le 15 décembre sur Lulu sur la colline. C'est ce qu'on appelle le cercle vertueux. Voilà, exactement. Ça commence Voilà. par là. Ça commence par là. Non, mais merci encore. À Super, vous. merci Merci. beaucoup. Merci Vous pouvez Michel et rester, Camille. les gars, vous savez. Et au 15 décembre, théâtre Lulu sur la colline. Voilà, à partir de 19h, on offre, nous, 30 places. Donc, on reviendra vers nos 30 premiers adhérents pour leur offrir la place. Voilà. Très bien. Dès cet après-midi, pareil, on va regarder les 30 premiers adhérents et ils recevront effectivement un bon pour avoir la place. Et ils se présenteront avec au théâtre et derrière, on leur donnera en échange la place. Super, merci beaucoup. Alors, j'ai une petite interrogation pour conclure, parce que j'avais noté pour la table ronde de jeudi prochain peut-être quelqu'un, mais finalement, donc on est sur quelle de mémoire qui est Clémence invité. Arnaud. Pardon ? Clémence Arnaud qui C'est est ça. sur le droit juridique, Ok, très bien. Donc merci, parce que j'allais faire une erreur. ce qui n'est absolument pas ton cas. En tout cas, le moins possible, j'espère. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà, c'était encore une fois un chouette rendez-vous Event Again. Merci de votre fidélité. On vous propose donc de se retrouver jeudi prochain. Dans l'intervalle, encore une fois, posez vos questions jeudi prochain à 14h pour une reconnexion ensemble et pour avancer ensemble Voilà. autour du secteur événementiel. On accueille Renaud avec nous. Voilà. Voilà. Renaud, chez qui nous sommes. Qui nous On accueille remercie. tous Voilà. les jeudis. Merci beaucoup. Merci et à tout le monde. Et à bientôt. croyez toutes et tous en l'avenir. C'est Allez, ça, on gardons croit tous confiance. l'arc-en-ciel après la tempête. Voilà. À la semaine prochaine. Merci à vous. Merci.